Bienvenue, bienvenue à ce premier forum de l'attractivité touristique organisé par Seine-Maritime Attractivité. Je suis Xavier Prévota, moi je suis le directeur de Seine-Maritime Attractivité, qui est l'agence d'attractivité du département, comme son nom l'indique. L'agence a pour principale mission à la fois d'accompagner les porteurs de projets, dont vous faites sans doute partie, et également de faire rayonner les offres de notre territoire. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu organiser ce premier forum de l'attractivité touristique qui contient 7 webconférences au total. Nous avons eu la chance de démarrer hier par la tenue de 2 webconférences sur des thématiques qui vont permettre aux acteurs du tourisme, aux acteurs de la filière tourisme, eh bien, d'avoir un éclairage par des techniciens sur des enjeux et des problématiques propres à cette filière. Donc, je ne vais pas parler très longtemps car nous avons un format relativement condensé, ramassé d'1 heure de webconférence. Et je vais donc privilégier la prise de parole des 2 co-animateurs, Fabien et Léa. Je leur cède maintenant la parole. J'espère que vous pourrez apprendre des choses utiles dans votre travail au quotidien ce matin. 1 heure de webconférence, ça va aller vite, mais vous aurez la possibilité avec le petit module de conversation de poser des questions. On essaiera d'y répondre en direct autant que possible. Merci à tous et bonne webconférence. Fabien, je te passe la parole. Merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux pour assister à cette conférence dédiée à la thématique observation touristique que j'ai le plaisir d'animer ce matin avec ma collègue Léa Manceau. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir un invité d'Orange, Jean-Michel Comtet. Alors nous savons qu'il est important de connaître l'activité touristique de façon générale d'une destination et sa fréquentation, mais pas uniquement. Cela fait l'objet de demandes régulières de la part de la presse, de la part de professionnels du tourisme, de la part d'élus, de la part aussi de porteurs de projets notamment. Donc l'intérêt et l'idée de cette webconférence, c'est de vous présenter en quoi consiste l'observation touristique, de vous présenter l'apport de Seine-Maritime Attractivité en la matière et de vous délivrer des informations sur l'activité touristique de la Seine-Maritime, en particulier l'année dernière en comparant avec l'année précédente. Plusieurs temps dans cette conférence. Donc, tout d'abord, l'observation touristique, ça consiste à disposer d'indicateurs qui sont liés à l'activité touristique de façon générale. Donc, je vous propose de revenir sur les objectifs, l'intérêt et l'utilisation d'un observatoire touristique, en quoi cela consiste précisément. Puis, j'évoquerai ensuite notre propre observatoire, donc celui de Seine-Maritime Attractivité, à travers notamment les différents outils que nous utilisons et la valorisation ou les valorisations que nous en faisons. C'est le cas notamment du dispositif Fluvision Tourisme, qui permet de mesurer la fréquentation de territoires à partir du suivi des données mobiles. Et je laisserai notre intervenant, notre invité du jour, revenir plus en détail ensuite sur cet outil et nous présentera en quoi il consiste et comment il vient compléter les dispositifs d'observation traditionnels. Enfin, pour terminer, ma collègue Léa Manceau reviendra, je le disais, sur le bilan de la fréquentation touristique de l'année 2020 en Seine-Maritime, en s'appuyant justement sur les données issues de Fluvision Tourisme. Xavier le rappelait, vous pouvez tout à fait poser des questions. Ce que je vous invite à faire, c'est donc de les poser dans le chat, le module de discussion, et nous prendrons un temps à la fin de chacune des interventions pour y répondre. Donc, tout d'abord, l'observation touristique, de quoi s'agit-il concrètement? Je dirais que simplement, ça consiste à observer, à étudier, à mesurer un territoire ou un phénomène de façon attentive pour mieux le connaître et mieux le comprendre. L'idée derrière tout ça, c'est bien sûr d'en faire quelque chose, de faire quelque chose de l'ensemble de ces informations pour en tirer des conclusions qui, pour certaines, peuvent aboutir à des prises de décision. Concrètement, il s'agit d'utiliser des informations, donc le plus souvent des données, mais pas uniquement. Donc, il peut s'agir d'une donnée brute, donc du quantitatif, ou d'une information brute, par exemple un commentaire qui serait issu d'une enquête qui aurait été menée. Avec tout ça, l'intérêt, c'est d'élaborer des indicateurs afin de développer différentes analyses. Quels sont les différents usages que l'on peut faire d'un observatoire touristique, de l'observation de l'activité touristique de façon générale?
Et il y en a plusieurs que j'ai essayé de lister ici, sans pour autant qu'il y ait un classement hiérarchique. Mais en tout cas, première chose, pour commencer du moins, il y a un volet communication. Je le disais, nous sommes souvent, faisons l'objet de demandes régulières de la part de publics variés, d'organismes divers, sur la façon dont s'est déroulée la saison touristique. Donc, quelle a été la fréquentation? Est-ce que c'est plus ou moins qu'avant? Quel profil, etc. Donc, nous communiquons largement auprès de la presse, des élus, des professionnels du tourisme, mais pas uniquement. Ça, c'est une première chose. Il y a un volet ensuite d'évaluation. Donc, une évaluation de politiques qui sont menées, politiques de développement touristique, les impacts également d'une stratégie qui a été menée. Troisième point que j'ai listé ici, c'est orienter. Ça permet effectivement d'apporter des éléments pour la construction, l'élaboration de stratégies de développement ou de plans marketing. Quels sont les profils de clientèle, par exemple? Quel profil ciblé? Cela permet aussi d'ajuster, qu'il s'agisse de l'offre touristique ou les produits touristiques. Un exemple, cibler plutôt certaines gammes d'hébergement dans le développement de l'offre touristique parce qu'on constate, on observe que ce sont les plus prisés par les clientèles. Ça rejoint le point d'après avec l'enjeu de développement, un accompagnement des porteurs de projets spécifiques que l'on peut faire, leur donner des clés de lecture, des indicateurs, des éléments d'analyse pour que leur projet colle au mieux aux attentes des touristes, des excursionnistes, en tout cas du profil des touristes et des visiteurs du territoire. Cela permet aussi de suivre les évolutions dans le temps, donc se comparer d'une année sur l'autre et voir comment la fréquentation touristique évolue, comment l'offre touristique évolue, par exemple. Et dernière chose, cela favorise une comparaison, un positionnement par rapport à d'autres territoires qui peuvent être comparables, par exemple. Je dirais donc, pour synthétiser, qu'il y a deux volets, un aspect communication, bien sûr, mais surtout un volet aide à la décision. De façon générale, je crois que l'observation touristique, ça consiste à mesurer la performance de la destination touristique, d'une destination touristique ou de plusieurs destinations touristiques. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, ça permet de mesurer aussi et d'observer la performance des actions menées en matière de développement touristique ou de marketing ou de communication. Mais plus précisément, qu'est-ce que l'on observe? Première chose que j'ai indiqué, l'offre touristique. Évidemment, le nombre, le type d'hébergement, le nombre de sites et lieux de visite, le nombre d'activités, leur typologie, le nombre de manifestations, le type de manifestations qui sont organisées. Voilà, c'est tous ces éléments d'offre touristique. Autre point, la fréquentation touristique, ce qui est souvent demandé. Donc, la fréquentation de territoires, d'événements, la fréquentation d'hébergements, de sites et lieux de visite ou lieux d'intérêt touristique, plus globalement. Troisième point, ce sont les caractéristiques et les comportements des visiteurs. Donc, quand je dis visiteurs, je pense à la fois aux touristes, mais aussi aux excursionnistes. D'où viennent-ils? De quel territoire en France sont-ils originaires? De quel pays étranger sont-ils originaires? Leur typologie, qu'il s'agisse de leur classe d'âge, de leur catégorie socio-professionnelle, ou encore de leur durée de séjour. Combien de temps passe-t-il sur la destination? Autre point, l'image et la notoriété de la destination, notamment à travers la fréquentation des sites Internet ou des interactions sur les réseaux sociaux. Et enfin, dernier point, l'emploi, combien d'emplois touristiques, comment cela évolue, quel type d'emploi, et les retombées économiques. Donc, un point qui est parfois souvent plus difficile à évaluer. Voilà, de façon générale, en quoi consiste un observatoire touristique. Avant d'enchaîner et de vous présenter plus en détail sur notre observatoire, celui de Seine-Maritime Attractivité, il n'y a pas forcément de questions pour le moment, donc je vais poursuivre. N'hésitez pas à poser des questions dans le module de discussion. Notre observatoire. Plusieurs niveaux d'observation. Du local, bien sûr, jusqu'au niveau départemental, c'est évident, mais c'est notre territoire d'action. Mais du local au niveau des hébergements, des équipements, des sites de visite, de loisirs, des manifestations, des offices de tourisme, pour synthétiser des éléments et en tirer des analyses à l'échelon départemental, sans pour autant se couper du contexte et des enjeux et régionaux et nationaux.
notamment à travers ce qui peut être produit par la Fédération des organismes institutionnels du tourisme, donc ADN Tourisme, ou encore des productions et études réalisées par Atout France, l'Agence de développement touristique nationale, mais également des études qui peuvent être réalisées par des cabinets privés qui permettent d'alimenter, de compléter les analyses que l'on peut faire à l'échelon départemental et local. J'en viens maintenant aux différents outils et sources d'informations que nous utilisons donc, à Seine-Maritime Attractivité. Il y en a plusieurs types, parfois des données que nous collectons nous-mêmes, parfois des données qui sont disponibles gratuitement, des dispositifs que l'on achète. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Donc, première chose, certaines données sont directement collectées par l'agence ou par les partenaires, Office de tourisme, le réseau départemental des Gîtes de France, le département de la Seine-Maritime. C'est notamment le cas de l'offre d'hébergement par type, par gamme, par label, les sites de visite, de loisirs, d'activités, la fréquentation des sites internet des offices de tourisme, des données issues d'éco-compteurs, notamment sur des itinéraires de randonnée ou de vélo, ou des fréquentations liées aux croisières réalisées sur la Seine. Donc, un certain nombre de ces informations vient alimenter une base de données touristique normande qui s'appelle Toursoft. Donc ça, c'est la première chose, donc des données collectées, soit par nous-mêmes, soit par des partenaires. La seconde chose, ce sont des données qui sont disponibles, facilement accessibles et gratuites, notamment en matière d'offres, avec un certain nombre de données que propose l'INSEE. C'est le cas notamment pour l'hébergement non marchand, les résidences secondaires, ou les emplois à partir de données de l'URSSAF, par exemple. Peuvent être menées également sont menées des enquêtes de façon régulière ou non. Ici, j'évoque les enquêtes de conjoncture menées régulièrement et de façon partenariale à l'échelle de la région Normandie, en partenariat avec le comité régional du tourisme. On réalise 5 à 6 enquêtes de conjoncture chaque année pour dégager les différentes tendances de fréquentation qui peuvent être observées. Il y a aussi une certaine capacité d'adaptation, puisque en 2020, compte tenu de la situation sanitaire, les enquêtes ont été adaptées pour évaluer les impacts du Covid-19 sur l'activité touristique, par exemple. Donc ça, ce sont les enquêtes de conjoncture menées de façon systématique. Peuvent être imaginées d'autres enquêtes, évidemment, pour toucher différents types, différents profils particuliers. Autre sujet, ce sont des éléments, des dispositifs, des données que l'on achète pour observer spécifiquement certains phénomènes, certaines catégories, notamment des données issues de l'INSEE en matière de fréquentation dans l'hôtellerie plein air ou d'autres hébergements collectifs touristiques. Donc ça, c'est des enquêtes que l'on utilise très largement. On commande aussi à partir de cabinets privés, j'ai cité le cas de Kantar ici à droite, des analyses de la fréquence touristique des touristes français avec des éléments complémentaires, notamment sur les dépenses des touristes. Et enfin, des données issues de Flux-Vision Tourisme, un outil dont l'agence s'est dotée depuis 2019 et qui constitue un précieux outil d'observation qui vient vraiment compléter ce dont on dispose et qui permet de mesurer donc la fréquentation de territoires ou d'événements à partir de données issues de la téléphonie mobile. Alors évidemment, ça, ce sont les éléments que nous utilisons. Il en existe d'autres dont nous ne sommes pas dotés en interne. Ça peut être le cas de dispositifs, par exemple, permettant d'observer l'offre et la fréquentation des plateformes d'hébergement touristique en ligne sur Internet, comme Airbnb, par exemple. J'en viens maintenant aux différentes utilisations et aux valorisations que nous faisons de l'ensemble de nos travaux et tout ce qui est lié à l'observation touristique. Alors, ça prend plusieurs formes. Il y a un volet animation, en organisant et en associant les offices de tourisme de la destination à une réunion annuelle pour faire le bilan de la saison touristique. Donc, c'est quelque chose, cette dimension animation que l'on cherche à accentuer encore de plus en plus. Il y a un volet accompagnement, là encore, que l'on cherche à renforcer
pour accompagner les partenaires territoriaux dans la maîtrise d'outils, et c'est notamment le cas de Fluvision Tourisme, on y reviendra. Ça rejoint aussi le point suivant, le partage, puisque certaines données que l'on a à notre disposition ne concernent pas uniquement l'échelon départemental, il y a des données localisées que nous utilisons et que nous partageons auprès de nos partenaires locaux. Autre point, renseigner en apportant des éléments de cadrage, des indicateurs, des éléments chiffrés à des porteurs de projets touristiques, à des cabinets d'études ou en réalisant parfois certaines études sur mesure pour les offices de tourisme ou les collectivités. Évidemment, nous réalisons aussi des productions spécifiques. J'en parlais tout à l'heure avec les enquêtes de conjoncture. Nous avons un certain nombre de productions régulières, qu'il s'agisse de cartes, de notes de conjoncture, donc, ou de notre bilan annuel des chiffres clés du tourisme. En complément, à partir du moment où nous sommes dotés de la solution Fluvision Tourisme, nous avons développé aussi de nouvelles productions permettant d'analyser la fréquentation et d'en tirer une synthèse. C'est notamment le cas d'une publication récente sur la fréquentation de l'année 2020. L'idée, évidemment, c'est de diffuser ces productions qu'on essaie de faire, d'accentuer encore plus, de façon à que ces informations soient utiles à un certain nombre de publics. Donc, pour terminer, je dirais que le rôle et les fonctions de l'Observatoire touristique départemental de Seine-Maritime Attractivité s'inscrivent assez bien dans les actions de l'agence de façon générale, puisque ça permet de développer et de mesurer l'attractivité de la destination. C'est non seulement une ressource utile en interne, évidemment, mais puisque ça alimente les actions en matière de marketing ou en matière de développement, l'accompagnement au développement touristique. Donc, nous répondons soit directement à un certain nombre de demandes qui nous sont faites, ou bien les informations de l'Observatoire touristique alimentent nos collègues en charge du développement touristique pour construire des ressources et des réponses et un accompagnement le plus intéressant possible. Donc, c'est utile pour SMA, pour les territoires, bien sûr, et pour l'ensemble des professionnels du tourisme, soit directement, soit à travers un accompagnement spécifique que l'on met à disposition, qui fait partie des actions que l'on mène au bénéfice des prestataires touristiques. Je poursuis, je ne vois pas de questions particulières. On pourra toujours répondre à des questions tout à l'heure. Je laisse la parole donc à Jean-Michel Contet d'Orange pour nous présenter plus en détail en quoi consiste cet outil d'observation Fluvision Tourisme issu de la téléphonie mobile. Merci beaucoup. Je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Oui, ça marche. Parfait. Alors, merci de m'avoir invité pour pouvoir vous présenter notre outil. C'est un outil qui permet d'étudier la fréquentation touristique, mais pas que. Il y a différentes verticales dans le transport et dans la mobilité. Mon objectif aujourd'hui, c'est un petit peu de vous expliquer comment cela fonctionne, sans être trop technique, essayer d'être quand même de vulgariser un petit peu le principe. C'est des procédés qui sont assez complexes. Donc, dans les grandes lignes, Fluvision, c'est quoi? Donc, c'est un outil développé par Orange qui permet de transformer les traces de la téléphonie mobile en indicateurs de fréquentation et de mobilité. Donc là-dessus, je vous rassure, c'est totalement légal. Tout est anonymisé, c'est-à-dire que nous n'avons pas des traces de SMS ou autres. On va restituer des indicateurs métiers, par exemple ici dans le cadre du tourisme, sur de la volumétrie de nuitées, de la volumétrie de nombre de personnes vues en journée sur des zones. Et donc, on est totalement conforme aux exigences de la CNIL au niveau de la France et de la GDPR au niveau européen. D'ailleurs, on a même été audité par la CNIL à plusieurs reprises. Au niveau du fonctionnement, c'est ça le plus important, ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui comme message, c'est comment fonctionne Fluvision. Donc, je pense que tout le monde autour de la visio a un téléphone, voire deux, sur la table. Donc, les téléphones émettent des événements de 3 grandes familles. La première famille, c'est quand vous utilisez votre mobile. Donc, vous émettez un appel, vous recevez un appel, vous consultez vos mails
sur votre boîte mail. Donc ça va dépendre de votre utilisation. Ensuite, la deuxième grande famille, c'est quand vous déplacez de groupe d'antenne en groupe d'antenne. Donc, c'est pas d'antenne en antenne, hein, c'est un tout petit peu plus macro. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous êtes en voiture, c'est un événement qui est émis toutes les 4 à 5 minutes. Si vous prenez le TGV, c'est toutes les 1 à 2 minutes. Et ensuite, la dernière famille d'indicateurs, c'est ce qu'on appelle les événements périodiques, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, toutes les heures, de manière automatique. Alors, bien sûr, il faut que vous ayez de la batterie et que vous ne soyez pas dans une zone où il n'y a pas de couverture, dans une grotte ou autre. Vous allez émettre des événements de manière automatique. Donc, par exemple, vous faites une balade, vous avez votre téléphone dans votre sac à dos, toutes les heures, un événement va être transmis. Ce qui fait qu'on a une granularité qui est au-dessus de 500 événements moyens par tranche de 24 heures par mobile. Bien sûr, je prends mon exemple, j'ai ce qu'on appelle le push mail, c'est-à-dire que mon téléphone va automatiquement chercher mes mails toutes les minutes. Donc, en gros, mon événement va émettre des événements toutes les minutes parce qu'il est activé de cette façon-là. Tout ça est traité en temps réel, il n'y a aucun stockage. C'est ce qui nous permet une totale conformité aux exigences de la CNIL au niveau français et européen. C'est-à-dire que Fluvision, ce n'est pas une base de données, on va requêter des informations dedans. C'est vraiment un système qui traite en temps réel les informations. Il n'y a vraiment aucun stockage, qui aussi est une des limites de l'outil. C'est-à-dire que si vous voulez des données dans le passé, c'est quoi? C'est hier ou même ce matin, on va pouvoir vous donner des informations, mais que sur des zones qu'on a lancées en avance de phase. Par contre, dans le futur, on va pouvoir étudier un petit peu ce que l'on veut en fonction, bien sûr, d'un ensemble de limites. Donc, tous ces éléments sont traités en temps réel. Par exemple, dans les études touristiques, tous les matins à 6 heures du matin, notre plateforme exporte la fréquentation de la nuitée qui vient de s'écouler et de ce qui s'est passé en journée la veille entre 6 heures et minuit. Et bien sûr, toutes ces données sont redressées. C'est ce qui vraiment fait, je dirais, le cœur de notre métier, c'est ce qu'on appelle cette étape de redressement. C'est-à-dire que nous, on observe des mobiles. Quels sont les mobiles qu'on observe? Ce sont tous nos abonnés Orange, donc Orange et ce qu'on appelle aussi les MVNO comme Soch, donc à peu près 30 millions de mobiles en France métropolitaine observés en continu, 40% de part de marché moyen en moyenne sur tous les départements, et on a tous les étrangers qui sont en roaming sur les réseaux Orange. Donc, quand vous vous déplacez à l'étranger, moi, dans mon cas, par exemple, quand je vais en Allemagne, je reçois le petit SMS, bonjour, vous êtes connecté sur Deutsche Telekom, voici l'indicatif et autres. Donc, pareil, les Italiens, les Belges et autres, quand ils viennent en France, ils vont se connecter sur un des 4 opérateurs, Orange, Bouygues, SFR ou Free. Et donc là-dessus, on a pareil, à peu près 40% de part de marché sur les principaux marchés européens et internationaux. Et donc, du coup, on va, à partir de cet échantillon, qui est en gros 40% de mobiles que l'on voit, on va passer d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes, et qu'est-ce qu'on va restituer par exemple, à Seine-Maritime Attractivité? Ça va être un ensemble de personnes vues en nuitée, en journée, ou qui se déplacent. Ça se passe en 2 étapes. Alors, la première étape, on dit redresser les biais spatio-temporels. Sur le tourisme, on n'en a pas beaucoup, mais sur différentes offres, par exemple, quand on va livrer des données de fréquentation par pas de 30 minutes au S10 13, par exemple, ou à la fréquentation sur divers milieux parisiens, il se peut que sur un pas temporel, on ne voit pas tous les mobiles parce que les événements de ce mobile n'ont pas été transmis sur ce pas temporel. Donc, du coup, comme on le voit avant et après, donc on va redresser les trous, entre guillemets, du gruyère. Et donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être assez simplement, si je le vulgarise, c'est-à-dire que si on se prend à l'échelle de la Seine-Maritime du département, on a une part de marché, par exemple, de 33%. Si on voit un mobile, ça veut dire que si on multiplie par 3, on va voir tous les mobiles de Orange, Bouygues, SFR et Free, donc pour voir 100% des mobiles. Et ensuite, on connaît le taux d'équipement à l'échelle du département et les étrangers à l'échelle du pays. Donc, du coup, on va pouvoir, par exemple, multiplier par 1,2 pour passer d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes. Bien sûr, on prend en compte le fait que les personnes soient équipées, multi-équipées ou pas équipées. C'est-à-dire que l'information qu'on constitue, ça va bien être une estimation statistique, j'insiste là-dessus, mais à partir d'un échantillon d'observation qui est au moins égal à 40%, et on va vous livrer une estimation statistique de la fréquentation, prenant en compte les personnes on va dire très âgées, les professionnels qui auraient plusieurs téléphones, les enfants, voilà. Donc vraiment, on prend toutes les informations et on restitue une information statistique de la fréquentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je peux agrémenter ma présentation pour répondre en même temps à vos questions. Ensuite,
je dirais, la première limite que je vous ai présentée de l'outil, c'est les données dans le passé. On ne peut pas requêter des données dans le passé, on ne peut pas rejouer des données dans le passé. La deuxième limite, c'est la précision géographique. Alors, comment on localise les mobiles? Donc ça, il n'y a pas de logiciel installé sur les téléphones portables où on regarde que les iPhone 10 de dernière génération. On voit bien tous les mobiles connectés sur le réseau Orange. Donc, je vous rappelle, Orange, MVNO, plus tous les étrangers. Et comme on sait, par exemple, qu'un mobile est sur une des zones de Seine-Maritime Attractivité, alors aussi bien la vue départementale que sur une plus petite zone, comme va vous présenter Léa tout à l'heure, donc on part du principe que nous, on est experts dans la simulation de la couverture des antennes qui couvrent une zone d'étude. Donc par rapport à une zone demandée, on va simuler la couverture des antennes qui couvrent majoritairement cette zone d'étude, on en fait une liste, et donc du coup, tout simplement, on sait que les mobiles sont sur cette zone parce qu'ils ont émis des événements sur la liste des antennes qui couvrent majoritairement cette zone d'étude. Et donc, du coup, on va pouvoir être précis, on va dire, dans un milieu urbain plutôt de l'ordre de 300 mètres par 300 mètres. Et par exemple, dans un milieu, on va dire, plutôt rural, peut-être qu'on ne va pas pouvoir isoler une commune d'une autre commune. C'est-à-dire qu'on couvre bien 99,99% du territoire, mais si on veut isoler une commune, peut-être que si cette commune est couverte par les mêmes antennes par rapport à la commune qui est limitrophe, on ne va pas pouvoir peut-être isoler cette commune par rapport à la commune qui se situe à côté. Donc, c'est gérer les deux limites de l'outil. Ça va être les données du passé, c'est ce que l'on a entre guillemets de disponible, on ne peut pas forcément faire du spécifique. Et au niveau de la localisation, on va pouvoir descendre à une certaine précision, donc de l'ordre de 300 mètres par 300 mètres à peu près sur tout le territoire, mais il se peut que sur certaines zones, on ne va pas pouvoir être aussi précis. Enfin, au niveau des informations qu'on peut avoir et qu'on a le droit d'utiliser, donc au niveau des étrangers, la seule information qu'on a pour les étrangers, c'est la nationalité de la carte SIM. Donc on a par rapport au code qui est transmis dans les événements mobiles. Par contre, pour les Français, on a des informations un tout petit peu plus précises. On va avoir l'adresse de facturation à l'échelle du département. On va pouvoir avoir l'âge, donc par des tranches d'âge, donc moins de 18, entre 18 et 24, entre 24 et 36. On va pouvoir avoir aussi le genre, homme, femme, et aussi une information par rapport à la catégorie socio-professionnelle. Donc ça, comment on restitue cette information? Quand vous prenez un abonnement, vous allez remplir une adresse précise. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, 19 rue du Comte de la Suze à Belfort. Cette adresse, on va l'associer à une iris. Une iris, c'est quoi? C'est la plus petite segmentation géographique définie par l'INSEE, entre 1600 et 2000 habitants par iris. Il y en a à peu près 57 000 en France. Et en fonction d'indicateurs de l'INSEE et Geomarketing, on va pouvoir affecter à cette iris une des 11 catégories socio-professionnelles qui est définie par GeoLife, qui est une segmentation d'Orange, qui a été mis en place par le service marketing pour pouvoir adresser certaines types d'offres en fonction des gens, enfin des catégories socio-professionnelles qui sont sur une zone. Et donc, du coup, c'est des choses qu'on peut vous restituer, qui va vous permettre d'avoir des informations sur justement les gens qui visitent ou les gens qui viennent en activité touristique. Quelles sont, enfin, de quelle catégories sont, est-ce qu'ils sont plutôt, entre guillemets, aisés, un peu moins aisés? Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour comprendre les visiteurs de la zone d'étude. Au niveau de l'étude touristique, et c'est plus particulièrement le but aujourd'hui de la présentation, une chose qui est très importante dans notre étude, c'est qu'on va segmenter les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter? Ça veut dire les ranger dans des catégories. Pourquoi? Parce que si on vous donne l'information, j'ai vu 10 000 personnes qui dorment, par exemple, dans une zone, bon, c'est une donnée intéressante, mais si on peut vous dire, est-ce que c'est des gens qui habitent là, des gens qui n'habitent pas là, ou des gens qui viennent qu'en journée, ça va être beaucoup plus intéressant, puisque vous, ce qui va vous intéresser en tant que spécialiste du tourisme, c'est plutôt de vous focaliser sur les gens qui viennent en tourisme, c'est-à-dire des gens qui viennent qui viennent en UT alors qu'ils n'habitent pas là, ou des gens qui viennent en journée visiter la zone, alors que, entre guillemets, ils ne viennent pas habituellement visiter la zone. C'est-à-dire, entre guillemets, de vous focaliser sur le non récurrent en journée et le non récurrent en nuitée. Donc, pour ça, comment on fait? On va observer les gens qui viennent la nuit sur les 2 derniers mois sur la zone d'étude. On va regarder leur comportement. S'ils viennent de manière, ils dorment souvent là, on va les attribuer comme résidents de la zone. Ensuite, s'ils sont non résidents de la zone, on va faire une distinction entre
les gens qui viennent en UT alors qu'ils n'habitent pas là, de manière récurrente ou non récurrente. L'idée, c'est d'isoler le comportement d'un travailleur récurrent ou d'un étudiant qui reviendrait tous les week-ends chez ses parents, de la personne, par exemple comme moi, qui viendrait en Seine-Maritime, qui viendrait une fois par an en activité touristique pendant une semaine ou 15 jours et qui repartirait. Donc du coup, ça nous permet d'isoler vraiment le touriste non récurrent qui vient en UT alors qu'il n'habite pas là. Et ensuite, en journée, donc 6h, minuit, le pendant du nocturne, minuit, 6h, on va regarder les gens, on va déjà les isoler par rapport à leur temps de présence en journée. S'il reste moins de 2 heures, on considère que c'est du transit, c'est-à-dire c'est du passage. C'est pas forcément des gens qui vont venir, par exemple, on va dire dépenser ou faire une activité sur la zone d'étude. Par contre, les gens qui restent au moins 2 heures, on va appeler ça des excursionnistes, mais qui ne restent pas à dormir, bien sûr, ni le soir ni la veille. Et on va les reséparer en 2 catégories. Les gens qui viennent de manière récurrente, par exemple quelqu'un qui viendrait travailler sur la zone d'études alors qu'il ne reste pas dormir, qui habite par exemple à 50 km, de la personne qui va vraiment venir occasionnellement sur la zone d'études et qui va repartir le soir. Ensuite, au niveau des données, donc toute la segmentation que je vous ai présentée, vous l'avez pour l'ensemble des données. Et ce qu'on livre à Seine-Maritime, dans notre offre touristique, ça va être la fréquentation unique par jour, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait le matin et l'après-midi, on ne compte bien qu'une seule fois, entre 6h et minuit. On donne aussi la fréquentation par pas de 2 heures, ça peut être très important, par exemple, sur des zones, alors pas forcément à l'échelle départementale, mais sur des zones un peu plus fines, de comprendre les pics, c'est-à-dire la montée en charge, la descente de charge, et à quelle heure elle a lieu, pour justement avoir des informations sur le pic de visite et à quelle heure il a lieu. Ensuite, toutes les informations qu'on livre, on donne l'information par origine à l'échelle départementale pour les Français, ce qui permet, par exemple, pour les visiteurs en journée de savoir est-ce qu'ils viennent de l'Île-de-France, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Gironde ou autre, donc, ou du nord de la France. Et on donne aussi les profils sociodémographiques, comme je vous ai dit, c'est-à-dire les catégories socioprofessionnelles, CSP, CSP+, les tranches d'âge et la catégorie homme-femme. Uniquement pour les Français, puisque, comme je l'ai précisé, les internationaux, on n'a que la nationalité de la carte SIM. Une donnée intéressante, c'est que les gens qu'on voit en journée, on va vous dire où ils ont dormi parmi l'ensemble des communes de Seine-Maritime et des départements limitrophes. Donc ça va permettre d'avoir des informations. Par exemple, pour les excursionnistes récurrents ou les excursionnistes, c'est-à-dire les visiteurs en journée qui ne restent pas dormir, est-ce que c'est des gens qui viennent de telle ou telle commune de votre département et des départements limitrophes? L'objectif est d'avoir des informations sur les communes qui vont émettre ces visiteurs en journée ou émettre des touristes. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. On a la récurrence de visite, c'est-à-dire les gens que je vois en journée, est-ce que c'est la première, la deuxième ou la 5e fois que je les vois sur ma zone d'études? Ça peut être aussi intéressant. Et surtout, la durée de présence, c'est-à-dire est-ce que les gens que je vois en journée, quelle est la volumétrie de ceux qui restent entre 2 heures et 4 heures, entre 4 heures et 6 heures, entre 6 heures et 8 heures, et par exemple de faire des campagnes pour essayer de faire rester plus longtemps les gens sur une zone d'études par rapport à une période précédente. Ensuite, bien sûr, on fait un focus sur ce qui se passe la nuit. C'est un peu, je dirais, votre cœur de métier, c'est-à-dire quelle est la volumétrie de ceux qui restent dormir, toujours pareil par rapport à la segmentation, et on donne des informations un petit peu plus précises, c'est-à-dire qu'on va vous donner les arrivées et les départs. Une arrivée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient dormir alors que les 2 nuitées présentes, il n'a pas réalisé une nuitée. Un départ, c'est quelqu'un qui a dormi et les 2 nuitées suivantes, il ne dort pas. Et donc, pour ceux qui réalisent des départs, on va vous donner leur durée de séjour. Donc ça peut être aussi très intéressant d'avoir cette information-là. Est-ce que c'est des gens qui restent 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits? Et ça, on vous le donne pour chaque nuit pour ceux qui ont réalisé un départ. Et une dernière information, c'est-à-dire que ceux qui dorment, on va vous dire où ils ont été vus en présence majoritaire, en journée, toujours pareil, par rapport aux communes de votre département et départements limitrophes. Les données sont restituées sous 2 formats. Un rapport dynamique qui est restitué, qui vous permet d'avoir des vues synthétiques avec on dit des KPI, c'est-à-dire des informations clés. L'idée, c'est de pouvoir avoir un outil où vous visualisez l'ensemble des indicateurs. Et bien sûr, il y a les données au format tabulaire qui permettent de croiser les données, de les traiter d'une autre manière et de pouvoir avoir les très belles restitutions que vous avez au niveau de Seine-Maritime. Juste pour faire un petit focus sur qui est derrière tout ça, donc, Fluvision est sur 3 sites. Il y a à peu près 30 personnes qui travaillent parmi le groupe Orange. Donc, Rennes, Paris et Belfort. 2 chefs de projet qui sont dédiés à l'activité touristique. 5 data
analystes qui font que du travail sur les études de la fréquentation. Et bien sûr, il y a un groupe de travail, je crois que l'ADN intervient un petit peu plus tard dans un autre webinaire. Donc, derrière ça, il y a un groupe de travail qui est constitué d'ADN et de différentes mailles au niveau des ADT, des CDT et des CRT. Et donc, n'hésitez pas, ça sera une joie qu'on vous réponde, à nous envoyer un petit mail si vous voulez des informations complémentaires, soit directement passées par Fabien, par Léa, ou alors nous envoyer directement un mail à fluvision.support-tourisme si vous voulez des informations complémentaires, des exemples et autres. Et donc, pour vous donner quelques chiffres clés, donc on travaille avec plus de 50 stations touristiques depuis 2014. Donc, c'est quelque chose qui continue dans le temps. Seine-Maritime nous fait confiance depuis de nombreuses années et continue sur l'année 2021 et 2022. Et donc, on a estimé, par exemple, on a observé plus de 850 millions de nuitées touristiques étrangères, par exemple, depuis 2016 en France. Je vous laisse là-dessus sur quelques chiffres clés, donc totalement conformes aux exigences de la CNIL, des données fiables, quelque chose qui est très riche et qui est novateur, mais on existe quand même depuis 2014. Et pour vous donner une granularité, aujourd'hui, en 2021, au niveau des départements et des régions, on étudie plus de 900 zones touristiques en France et des données qu'on livre, alors de manière quotidienne ou de manière récurrente, tous les 2 mois, par exemple dans le cas de Seine-Maritime. Et j'ouvre un tout petit peu pour que vous sachiez que Fluvision, c'est pas que une expertise dans le tourisme, mais aussi dans le commerce, dans les banques, dans la mobilité et bien sûr dans le tourisme et l'événementiel qui, j'espère, va recommencer, on va dire, dès l'été, puisqu'on faisait par exemple en 2019 plus de 100 études événementielles en France métropolitaine et on travaille aussi à l'international, en Belgique, en Espagne, en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à poser des questions sur le mail dédié, donc fluvision.support-tourisme@orange.com. Je pense que je vais laisser. Voilà, j'arrête le partage. Effectivement, nous sommes, en attendant que Léa partage son écran et que nous enchaînions, puisque je ne vois pas forcément de questions, nous sommes à disposition des partenaires touristiques pour leur apporter des informations complémentaires et Léa va en parler. Le partenariat que nous avons mis en place à l'échelon départemental avec certains offices de tourisme. Nous disposons d'informations non seulement à l'échelle du département, mais aussi sur des périmètres territoriaux plus restreints. Léa, si tu peux ouvrir ton micro. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. J'en profite pour juste vous proposer effectivement je pense que la présentation de Léa va être encore plus précise, plus concrète, puisqu'on va parler de notre territoire. Vraiment, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de question idiote, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. On a la chance d'avoir Monsieur Comté d'Orange qui est présent et entre Monsieur Comté, Fabien et Léa, on devrait être en capacité de pouvoir préciser les choses. N'hésitez vraiment pas. On surveille du coin de l'œil le module de conversation. À vous Léa, je vous en prie. Merci. Donc, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, je vais vous présenter à travers les données Fluvision l'année 2020, qui a été donc une année hors norme. Mais dans un premier temps, il me semble important en fait de dire quelques mots sur Fluvision, tourisme et Seine-Maritime attractivité, à savoir que Seine-Maritime attractivité s'est doté de la solution Fluvision proposée par Orange via ADN Tourisme, que Seine-Maritime Attractivité permet également à nos partenaires locaux de bénéficier de tarifs préférentiels pour disposer de la solution à l'échelle de leur territoire. Et ça leur permet ainsi donc de mesurer la fréquentation touristique des zones qu'ils ont préalablement choisies. Donc, via cette solution, Seine-Maritime Attractivité étudie 6 zonages, à savoir le département de la Seine-Maritime, la côte d'Albâtre, le grand site falaise d'Étretat, la vallée de Seine, le pays de Bray et la vallée de la Braye, que je vais vous présenter plus en détail ultérieurement. Donc, comme vous savez, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire hors norme du Covid-19, qui a eu un très fort impact sur l'activité de la filière touristique. Les confinements, les restrictions et l'application des couvre-feux ont perturbé l'année touristique 2020, dont la saison n'a pu débuter que très tardivement.
Cependant, grâce à ses atouts, la Seine-Maritime a su tirer son épingle du jeu en accueillant une importante clientèle touristique française et de nombreux excursionnistes qui étaient en recherche de nature et de plein air. En effet, donc l'année 2020 a cumulé plus de 15 millions de nuitées touristiques contre 20 millions en 2019, soit seulement 25% de moins au vu de la crise sanitaire et du Covid-19. Cette baisse peut s'expliquer aussi par le fait qu'en 2019, la Seine-Maritime a accueilli l'événement l'Armada, qui est donc un large rassemblement de grands voiliers organisé à Rouen. Et donc cet événement avait généré de nombreuses nuitées touristiques. On voit donc sur le graphique, donc l'année 2020, le début de l'année 2020 a été relativement similaire à 2019, avant que le confinement marque un coup d'arrêt de la fréquentation touristique. La fin du confinement vers le 11 mai et la levée des restrictions le 2 juin a permis en fait un retour des touristes sur notre destination, même si les nuitées sont restées inférieures à celles de 2019. Les mois donc de juillet et août ont cumulé à eux seuls 31% des nuitées touristiques de l'année, soit environ 4,6 millions de nuitées. La fréquentation donc en haute saison a chuté de seulement 14% en comparaison à l'été 2019. Et donc, sur le graphique, on voit bien que pour les touristes français, il y a un pic de fréquentation au 14 juillet, ce qui montre que les Français sont vraiment venus nombreux sur notre destination durant l'été, car ils étaient notamment donc en recherche d'activités de plein air et de grands espaces. L'arrière-saison, donc les mois de septembre et octobre, a connu une fréquentation très inférieure par rapport à 2019 sur la même période. Cette baisse a été cependant moins importante que prévu au vu des conditions sanitaires. Et les mois de novembre et décembre, ainsi que les vacances de Noël, ont été marqués par le reconfinement et le couvre-feu à 20h sur l'ensemble du territoire. Donc, la fréquentation a diminué de 41% en novembre et en décembre par rapport à 2019 sur la même période. Et le pic de fréquentation que vous voyez sur le graphique au mois de décembre, en fait, il s'explique par la fin du confinement le 15 décembre et l'arrivée des vacances de Noël, même s'il y avait donc un couvre-feu pendant les vacances de Noël. Et durant les vacances de Noël, la fréquentation touristique a diminué de 35% par rapport aux vacances de Noël en 2019. Cependant, donc, malgré la pandémie, les touristes français ont été nombreux à partir en vacances, notamment sur notre destination. Ainsi, donc, en Seine-Maritime, les Français ont répondu présent puisqu'ils ont réalisé 9,8 millions de nuitées touristiques, soit 65% des nuitées totales et 13% de nuitées en moins par rapport à 2019. La clientèle touristique française provenait principalement en fait d'Île-de-France, des Hauts-de-France et de la Normandie. C'est une clientèle de proximité qui est habituée à venir séjourner sur notre destination. Donc, les touristes français venant en Seine-Maritime provenaient principalement de milieux urbains et périurbains. Donc, c'était principalement des jeunes de moins de 18 ans, des jeunes de 25 à 34 ans, dont des familles avec des enfants et des personnes âgées. Donc, les touristes français qui venaient sur notre destination étaient plutôt des personnes aisées ou plutôt aisées. Ce sont par exemple des jeunes cadres dynamiques, des familles dans des quartiers résidentiels ou des résidences pavillonnaires, ou encore des individus habitant dans des quartiers récents avec une mixité sociale. Ce profil donc correspond notamment avec les différentes origines de nos clientèles, comme l'Île-de-France, la Normandie, que j'ai évoquées précédemment. Par contre, du coup, les touristes étrangers ont été peu nombreux à venir sur notre destination par rapport aux années précédentes. Donc, ils ont été 42% de moins à venir visiter la Seine-Maritime en 2019. Donc, cette baisse de fréquentation est notamment due à la pandémie et aux nombreuses restrictions qui ont été mises en place, comme la fermeture des frontières. Les touristes étrangers qu'on a pu observer sur notre destination provenaient principalement d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique. La Seine-Maritime donc a su attirer de nombreux excursionnistes sur son territoire, puisqu'ils étaient 21 millions à venir en 2020, soit seulement 25% de moins qu'en 2019. Et les excursionnistes français sont venus très nombreux sur notre destination et représentaient 78% de l'ensemble des excursionnistes. De mai à août, il y a eu près de 10 millions d'excursionnistes qui ont été comptabilisés, dont 78% de Français contre 63 l'année dernière, ce qui montre bien que les Français sont venus plus nombreux sur notre territoire. La présence donc des visiteurs français a partiellement compensé la faible fréquentation des étrangers.
les mois de juillet et août ont cumulé 5,3 millions d'excursionnistes français, soit près de 30% en plus qu'en 2019 à la même période. Donc, pour beaucoup en recherche d'activités de pleine nature, toujours, les excursionnistes étaient surtout originaires de Normandie, d'Île-de-France et des Hauts-de-France. Le profil donc de ces excursionnistes français, donc ils étaient majoritairement donc de milieux urbains et ruraux. Ce sont des jeunes de moins de 18 ans, des 25-34 ans et des 45-54 ans, dont des familles et des personnes âgées. La Seine-Maritime possède une offre variée, ce qui permet à des excursionnistes de différents horizons et de différents niveaux de vie de venir visiter notre territoire. Ils ont notamment la possibilité de réaliser donc des activités payantes, mais également des activités gratuites, comme par exemple se balader le long du littoral de la Côte d'Albâtre en visitant les villes de Dieppe ou Étretat, par exemple. Donc, c'est pour cela que sur notre territoire, les excursionnistes proviennent donc de différents milieux, que ce soit donc des milieux urbains ou ruraux, mais également des individus avec différents revenus, comme des individus aux revenus modestes et d'autres individus aux revenus plus confortables. Donc, je vais donc à présent passer à la présentation des autres zonages qui sont donc des infrazones du zonage de la Seine-Maritime. Donc, ici, je vais vous présenter donc, le zonage de la Côte d'Albâtre donc la Côte d'Albâtre a attiré de nombreux touristes et excursionnistes puisqu'elle a cumulé 7,5 millions de nuitées touristiques en 2020, une baisse de 28% par rapport à l'année précédente. Pour autant, en juillet et en août, la fréquentation des touristes a augmenté de 10% par rapport à 2019. En effet, donc, suite aux restrictions sanitaires, les Français sont partis en vacances en France, notamment dans notre département et plus précisément donc, sur cette zone. Les Français ont donc répondu présent et ont en partie compensé la faible présence des étrangers, puisque la fréquentation étrangère a diminué de 46% sur l'année 2020. La fréquentation pendant les vacances d'été était inférieure de 15% par rapport aux vacances d'été de l'année 2019, une contraction relativement peu importante par rapport à d'autres périodes scolaires qui ont été davantage impactées par les mesures de la crise sanitaire. Donc, la Côte d'Albâtre a rassemblé près de 14 millions d'excursionnistes en 2020, soit 23% de moins par rapport à 2019. Et en haute saison, c'est-à-dire en juillet et en août, il y a eu près de 4 millions d'excursionnistes français qui ont été comptabilisés, soit 18% de plus qu'en juillet et en août 2019. Et donc, comme sur l'ensemble de la destination, les étrangers étaient donc beaucoup moins nombreux, les excursionnistes étrangers, sur la destination de la Côte d'Albâtre. Et la fréquentation des excursionnistes étrangers a donc diminué de 32% en haute saison. Et toujours en haute saison, la fréquentation des excursionnistes français et étrangers, cette fois-ci, s'est accrue de 2% par rapport à 2019. Donc, sur la zone donc, de la vallée de Seine, qui est la zone qui a concentré le plus de nuitées touristiques sur le département, puisqu'elle a concentré 9,1 millions de nuitées touristiques, donc il y a eu 30% de nuitées en moins par rapport à 2019. Les touristes étrangers ont été, eux, peu présents, puisqu'il y a eu 42% de touristes étrangers en moins sur l'année 2020. Donc, cette baisse est donc liée toujours à la crise sanitaire et aux restrictions comme les fermetures des frontières, par exemple. Mais il y a eu 16% de nuitées françaises en plus en juillet et en août par rapport à 2019. Et les vacances d'été ont quant à elles connu une baisse de 16% de leur fréquentation. Donc en haute saison, il y a eu de nombreux excursionnistes français puisqu'ils ont réalisé puisqu'il y a eu 24% de fréquentation en plus par rapport à 2019 et 8% d'excursionnistes en plus français et étrangers sur la haute saison. Et au total, les excursionnistes ont donc réalisé 20 millions de nuitées, soit 22% de moins par rapport à 2019. Donc, sur le Pays de Bray, cette fois-ci, donc il y a eu ça dépend des catégories, une baisse de la fréquentation touristique, puisqu'il y a eu 1,5 million de nuitées réalisées, soit 29% de moins par rapport à 2019. Il y a eu 39% de touristes étrangers en moins sur 2020, et les mois de juillet et août ont connu une baisse de 2% de nuitées françaises par rapport à 2019 et 10% en moins pendant les vacances d'été. Sur cette zone, il y a donc eu 9 millions d'excursionnistes qui sont venus visiter donc le Pays de Bray en 2020, soit 18% de moins par rapport à 2019. Et en haute saison, il y a eu 14% d'excursionnistes en plus par rapport à 2019 et 12%
d'excursionnistes français et étrangers en plus. Et enfin, du coup, sur la dernière zone, qui est donc la vallée de la Brelle, il y a eu 1,3 million de nuitées touristiques en 2020, soit 24% de moins par rapport à 2019. Et les mois de juillet et août ont comptabilisé 11% de nuitées françaises en plus et 2% de fréquentation touristique en moins pendant les vacances d'été. En 2020, il y a donc eu 44% de touristes étrangers en moins sur cette zone et 9,8 millions d'excursionnistes sont venus sur la vallée de la Brelle, soit seulement 25% de moins qu'en 2019. Et 15% d'excursionnistes français en plus en haute saison ont été comptabilisés par rapport à 2019 et 17% d'excursionnistes français et étrangers en plus en haute saison toujours par rapport à 2019. Merci Léa. Alors, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres. On voit que les éléments sont contrastés, les situations sont contrastées entre les différentes zones touristiques de notre destination. Ce qu'on constate toutefois, c'est bien que les Français sont venus plus nombreux, plus globalement, sur notre destination touristique. C'est quelque chose qui risque de se reproduire sûrement, d'autant que la destination bénéficie d'atouts. Les gens qui veulent juste prendre l'air, profiter des grands espaces, peuvent venir en Seine-Maritime, effectivement, qui est en mesure de leur proposer ce type d'agrément. J'ai vu qu'on avait eu quelques échanges et quelques questions dans le module de discussion, notamment une question intéressante sur finalement les périmètres possibles d'observation et s'il était possible d'observer des périmètres un peu plus restreints que les zones que l'on vient d'observer. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot complémentaire sur ce point? Bien sûr. Comme je disais, une des limites, parmi les deux que je vous ai énoncées, c'est la précision de l'outil. C'est-à-dire que comme on ne se base pas sur des remontées GPS ou des informations comme ça, on se base par rapport au bornage des antennes, c'est-à-dire qu'on est dépendant de la densité d'antennes. Donc, si on veut isoler, par exemple, un chemin pédestre et autres, aujourd'hui, on n'a pas d'antenne qui couvre que le chemin pédestre, par exemple. Par contre, je vous donne des exemples, mais on a des antennes qui couvrent, par exemple, que les lignes TGV. On a des antennes qui couvrent que des stations de métro. On a des antennes qui couvrent que les axes autoroutiers, par exemple. Ou l'intérieur d'un bâtiment, par exemple certains centres commerciaux ou par exemple des stades de France et autres, ils ont des antennes dédiées à l'intérieur. Donc là, on peut bien isoler, étudier la fréquentation de zones, on va dire, très précises. Donc aujourd'hui, je dirais que la limite de l'étude, comme je disais, dans un milieu urbain, on va être plutôt de l'ordre de 300 mètres par 300 mètres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier la fréquentation sur des carrés de 300 mètres par 300 mètres. Milieu rural, ça va être au-dessus du kilomètre, mais après, c'est toujours sous réserve de faisabilité, parce que ça dépend de la densité d'antenne. Et donc, on travaille pour essayer d'améliorer ces informations-là, en essayant d'avoir d'autres informations du réseau mobile, mais aujourd'hui, on a cette limite de précision. Merci Jean-Michel pour ces précisions complémentaires. Sachez que l'ensemble des données que vous a présentées, Léa, donc certaines figurent déjà dans une production récente que nous avons publiée récemment, et ou figureront dans d'autres publications. Elles sont aussi disponibles si vous avez des demandes particulières d'informations complémentaires dans le cadre d'un projet de développement, par exemple. Ça vient, comme je le disais au début, alimenter l'accompagnement que nous réalisons au bénéfice de l'ensemble des prestataires touristiques. Il s'agit donc Fluvision d'un outil innovant qui est complémentaire vraiment au dispositif d'observation traditionnel. En ça, les enquêtes que nous pouvons mener ou les collectes d'informations que nous menons directement auprès des prestataires touristiques sont précieuses. On ne réduit pas donc, le dispositif d'observation à un outil comme Fluvision Tourisme. Les retours des prestataires touristiques est très intéressant et essentiel pour notre travail au quotidien. Donc, je le disais tout à l'heure, l'agence est à disposition de vos projets, pour vos projets, avec l'équipe, soit directement, soit à travers nos collègues en charge du développement touristique. Fabien, je me permets d'ajouter une petite illustration aussi de l'utilité des données d'observation touristique, même si la webconférence touche à sa fin. Nous avions hier une webconférence dédiée à la question de l'attractivité des investisseurs et des actions de prospection exogènes pour faire venir en Seine-Maritime des porteurs de projets, soit liés à des grands groupes qui investissent lourdement dans la filière tourisme, soit plus des particuliers
qui souhaitent changer d'activité, changer de vie et se lancent dans l'activité touristique. Ce sont des interlocuteurs qui ont besoin aussi des données de fréquentation touristique. Et plus on aura des données complètes, variées, très significatives comme celle de Fluvvision Tourisme, plus on sera en capacité de bien renseigner ces gens-là et ça jouera bien sûr sur nos offres finales, puisque c'est tout l'intérêt de toutes ces démarches, c'est de faire réussir tous les projets lancés par nos interlocuteurs. Voilà, je voulais juste rajouter cet élément-là, puisque c'est une suite logique aussi d'autres services, d'autres actions de l'agence. Merci Xavier. On a une question complémentaire sur les perspectives pour 2020. Alors Fluvvision nous permet d'observer ce qui est passé. Évidemment, on ne peut pas se projeter précisément à partir de données. Néanmoins, on peut estimer que 2020 sera pour le moment comparable, 2021 sera comparable à l'année 2020. Ça restera évidemment à confirmer par la suite. Nous arrivons donc au terme de cette webconférence. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie donc notre partenaire Jean-Michel Contet pour son intervention et sa présence aujourd'hui. Je remercie aussi Léa, mais également l'ensemble de l'équipe qui a travaillé pour la bonne organisation de ces webconférences. Je vous remercie donc toutes et tous pour votre participation. Nous sommes évidemment à votre disposition. Si nécessaire, vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir.